Bonjour à tous. Bienvenue à ce webinaire de l'ataxie de Friedreich et des programmes de clinique de thérapie génique de la cardiomyopathie. Pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom est François-Olivier Thébert. Je suis le directeur général de la Fondation Ataxie Canada. Donc, ça me fait un grand plaisir de vous voir ce soir. Quelques petites étiquettes de Zoom. C'est ça, pendant les présentations, si vous voulez juste être en mode sourdine, donc avec le fameux mute. Je vous invite vraiment tout au cours de la réunion d'écrire au fur et à mesure les questions que vous avez dans le chat. Puis on va pouvoir aussi, on va ouvrir avec une période de questions évidemment à la fin. Donc comme ça, s'il y a des petites questions qui vous viennent en tête, on va pouvoir y répondre. Ça va nous faire un grand plaisir. Donc, sans plus tarder, est-ce que tout le monde m'entend bien? Est-ce que je vois quelques têtes hochées? Super. Donc, évidemment, ben, pour ceux qui ne connaissent pas la Fondation Taxi Canada, on est là depuis presque 52, 53 ans, créé par Claude Saint-Jean dans cette fougue qu'il avait de vivre, de guérir, a créé la Fondation. Il a voulu euh, vraiment commencer ce qui était le début de la recherche en ataxie de Friedreich au Québec, tout de moins, et presque dans le monde. Donc, c'est sûr que là, on est quelques années plus tard et on est encore en mode de connaître la maladie. Il y a des traitements qui s'en viennent, évidemment. Mais pour nous, à la Fondation, c'est important de vous garder au courant de ce qui se passe, de ce qui s'en vient. Euh, oui, on fait la recherche, mais on est aussi évidemment dans les services aux membres. Donc, je vous encourage, si vous avez des besoins clients, d'équipements ou de services, de faire appel à nous. On peut vous donner un coup de main si le cas est. Bienvenue à tous. Je vais ouvrir sans plus tarder à mes invités aujourd'hui, qui sont le docteur Antoine Duquette, que vous connaissez peut-être très bien au CHUM, neurologue, et Greg Aubert, qui à la compagnie Lexeo. Donc, Parfait, merci beaucoup. Oui, alors je vais commencer d'abord, et puis après il y a le docteur Duquette qui vous parlera de la suite de la présentation. Donc, le but aujourd'hui, c'est de faire une mise à jour sur les programmes cliniques de thérapie génique pour la cardiomyopathie associée à l'ataxie de Friedreich, et spécifiquement donc, la société pour laquelle je travaille, l'exéothérapeutique et la thérapie génique que nous sommes en train de tester dans des études cliniques. Euh, voilà, attendez, je vais passer. Donc, voilà, c'est moi-même à gauche. Donc, moi, je suis un cardiologue de formation. Donc, je consulte toujours à Chicago en génétique cardiovasculaire où je vois tous les patients qui ont des maladies génétiques cardiaques. Et comme vous le savez, les patients avec une ataxie de Friedreich peuvent développer aussi des cardiomyopathies. Donc, maintenant, je m'occupe de développer tous les différents programmes de cardiologie qu'on a à l'exéothérapeutique. Et donc, le docteur Antoine Duquette, qui n'a pas besoin d'introduction, j'ai cru comprendre beaucoup d'entre vous le connaissent, qui sera le principal investigateur de notre étude au Canada qui a déjà commencé au CHU. Donc, juste ces divulgations relatives aux intérêts, etc. Donc, effectivement, moi, je suis un employé de l'Exeo. Et après, c'est plus toutes des choses légales à propos de l'Exeo et tout ça. Mais si on passe à la présentation elle-même, je ne vois pas le haut de la slide, mais voilà, comme ça. Donc, au début, on va voir un aperçu pourquoi et comment le cœur est affecté dans l'ataxie de Friedreich. Ensuite, je vais vous expliquer un petit peu l'approche de la thérapie génique et spécifiquement de ce qu'on appelle LX 2006, qui est cette thérapie génique pour l'ataxie de Friedreich. Ensuite, le docteur Duquette vous parlera du programme clinique d'Elexeo pour LX 2006, avec ce qui est en train d'être ouvert maintenant, c'est cette étude d'histoire naturelle qui s'appelle Clarity FA, qui va servir par la suite comme une étude contrôle pour les patients qui vont être traités, pour être sûr qu'on puisse comparer les effets de la thérapie génique chez un groupe versus ceux qui auront été avant, principalement dans l'histoire naturelle. Et après, des questions et réponses. Donc,
Je pense beaucoup d'entre vous savent que le gène de frataxine est impliqué dans la production d'énergie par l'organisme. Donc, le gène frataxine FXN indique à l'organisme de fabriquer une protéine importante qui s'appelle la frataxine et qui agit dans les mitochondries. Les mitochondries, c'est vraiment là que l'énergie est produite dans la cellule. Donc, en fonction de ce que vous mangez, tout finit à un moment dans la mitochondrie et va créer de l'ATP, ce qui est vraiment la source d'énergie pour les muscles, pour fonctionner, pour les neurones et tout ça. Et dans l'ataxie de Friedreich, donc il y a une modification, une mutation de cette frataxine, et donc ça se produit, ça se fait moins bien. Et donc, ne produit pas suffisamment d'énergie pour alimenter les organes et les tissus comme le cerveau, le muscle et le cœur. Parce que donc, tous ces tissus principalement sont ceux qui ont besoin de plus d'énergie. Pensez à un cœur qui bat 24 sur 24, que vous ayez mangé, que vous n'ayez pas mangé, donc les mitochondries doivent être bien fonctionnelles. Et donc, c'est pareil pour le cerveau et les muscles d'une manière générale. Donc, pourquoi le cœur est important? Bah, je voulais juste dire un petit peu parce qu'effectivement, il y a énormément de mitochondries dans le cœur pour s'assurer qu'il y ait tout le temps de l'énergie pour que le cœur continue à battre. Et du coup, s'il y a des petits problèmes dans la mitochondrie, bah, ça va causer sur le long terme des problèmes cardiaques. Donc, s'il n'y a pas de frataxine, les mitochondries de ces cellules cardiaques ne fonctionnent pas correctement et donc le cœur doit essayer de compenser. Donc, ça fait une sorte de stress sur le cœur. Et c'est pour ça qu'il y a une hypertrophie qui s'opère. On n'est pas encore 100% sûr si c'est les mitochondries elles-mêmes qui font grossir, si il y a un peu d'œdème, mais en tout cas, le cœur devient de plus en plus épais, comme sur le dessin ici. Et il peut être un peu plus rigide aussi. Donc, c'est une hypertrophie, cardiomyopathie. Et donc, il y a jusqu'à 80% des personnes atteintes d'ataxie de Friedreich qui développent une cardiomyopathie. Donc, c'est important qu'il y ait un cardiologue qui regarde ça aussi. Donc, comment on peut traiter la cardiomyopathie associée à l'ataxie de Friedreich et qu'est-ce que la thérapie génique dans ce cas? Donc, actuellement, il n'y a pas de traitement approuvé pour la cardiomyopathie spécifiquement, hein. Il y a un Skyclarys qui a été approuvé pour l'ataxie en général, mais pour le cœur, on n'est pas encore sûr. Et les traitements habituels pour d'autres types de cardiomyopathie pourraient ne pas être utiles pour les personnes atteintes de cardiomyopathie associée à l'ataxie de Friedreich. Bien sûr, si des patients développent une insuffisance cardiaque, ils vont être mis sur des médicaments pour l'insuffisance cardiaque, mais ça ne va jamais vraiment régler le problème de base mitochondrial et de l'ataxie elle-même. Donc, une approche pour traiter les effets cardiaques d'un ataxie de Friedreich est la thérapie génique. Donc, qu'est-ce que la thérapie génique? Donc, la thérapie génique, c'est un moyen de traiter, voire de prévenir l'impact des maladies génétiques en réparant ou remplaçant un gène qui ne fonctionne pas correctement. Donc, dans l'ataxie de Friedreich, on en a discuté, il y a cette frataxine qui est en fait pas produite due à une expansion dans l'ADN, dans le code. En fait, il n'y a pas de protéine qui est produite. Et donc, l'une des façons dont la thérapie génique peut y parvenir est en délivrant une version du gène qui fonctionne correctement. Donc, le gène fonctionnel, sans cette élongation de répétition du GAA. Et du coup, ce gène sera capable d'être traduit en protéines, et donc la protéine d'aller dans la mitochondrie et de faire son travail. Et pour que la thérapie génique soit efficace, le gène doit atteindre les cellules qui en ont besoin. Et donc pour ça, on utilise un vecteur. Et cela se fait en utilisant un vecteur qui est un petit véhicule conçu, qui est en fait un virus à la base. Et donc, vous avez peut-être entendu, il y a différentes thérapies géniques, il y a différentes sortes de virus. Et donc, dans notre cas, celui qu'on utilise, qui s'appelle AAVRH10, euh, dans les études qu'on a fait, cliniques et précliniques, qui sont allées principalement dans le cœur, mais aussi un petit peu dans les muscles et d'autres choses. Mais donc, c'est pour ça qu'on utilise ça, parce qu'on sait que ça va aller dans le cœur. Et une fois à l'intérieur des cellules, qu'est-ce qui se passe? Ben, le virus met le gène qu'on avait mis dedans, la frataxine dans ce cas-là, et ce gène va donner les bonnes instructions pour fabriquer les protéines et tout ça. Donc, en résumé, ici, on a là une petite image. Donc, LX 2006 constitue une thérapie génétique expérimentale conçue pour délivrer un gène frataxine fonctionnel aux cellules cardiaques. Donc, ça, c'est notre vecteur viral AAVRH10, VAA en français, pour être exact. C'est une injection intraveineuse et ensuite, il rentre dans les cellules. Là, le gène est exprimé, la protéine va ensuite dans les mitochondries faire son travail. Donc, le programme de thérapie génique. Donc, je vais juste vous montrer ce qu'on a fait un petit peu pour l'instant dans notre phase 1 et 2. Donc, la phase 1 et 2, c'est la première phase qui se fait chez l'humain, qui a été faite aux États-Unis. Les patients étaient dosés exclusivement. On a failli venir
au Canada, mais pour finir, les patients étaient exclusivement dosés aux États-Unis. Donc, l'EXO a terminé cette inclusion d'une étude de phase 1-2 appelée Sunrise FA, qui visait à évaluer la sécurité, bien entendu, mais aussi les premiers marqueurs d'efficacité qu'on pouvait voir. L'étude incluait des patients entre 18 et 50 ans avec un diagnostic d'ataxie de Friedreich. Et tous les patients ont reçu donc une dose de ce virus, une dose suffit. Et donc on a regardé différentes choses dans le cœur, aussi si la protéine est exprimée. Ces patients ont eu une biopsie cardiaque avant d'avoir le traitement et après. Et elle est tout le temps en train de continuer. Il n'y a plus de nouveaux patients, mais on continue à suivre les patients jusqu'à 5 ans. Et donc maintenant, ce qu'on prévoit de commencer, parce que je vais bientôt laisser la main au docteur Duquette, c'est une nouvelle étude d'ici début 2006 pour étayer les approbations réglementaires, c'est-à-dire qu'il va falloir montrer au Canada, aux États-Unis, en Europe, des évidences lors d'une étude un peu plus rigoureuse. Donc c'est pour ça euh, qu'on doit faire une étude d'histoire naturelle dont le docteur Duquette va vous parler. On va mesurer exactement le même genre de choses. Et par la suite, les patients de cette étude auront la possibilité d'entrer dans la nouvelle étude où on va redoser cette thérapie génique. Et donc on pourra comparer les patients une fois qu'ils ont eu ça versus quand ils n'ont pas eu pour être sûr que les résultats qu'on a obtenus dans cette étude qu'on est tout en train de regarder sur la taille du cœur, principalement, est bien quelque chose de vérifiable dans une étude un peu plus rigoureuse. Donc voilà, je crois que c'est tout pour moi. Ensuite, c'est le docteur Duquette. Je continue. Vous me dites pour changer les slides. Et Parfait, puis, merci, merci Greg. Donc, merci beaucoup. Je suis bien heureux de pouvoir vous présenter ce projet. Puis de vous présenter ce que c'est qu'une étude d'histoire naturelle. Certaines d'entre vous participaient déjà à une étude d'histoire naturelle. Pour ceux qui participaient à l'étude de FACOMS ou l'étude Unify auparavant. Euh, L'étude Unify maintenant qui est née de la fusion d'une autre étude d'histoire naturelle qui existait en Europe qui s'appelait l'étude IFACT. Donc, les études d'histoire naturelle ont eu une importance significative là, dans l'histoire de la recherche pour la taxi de Friedreich, ont joué un rôle important dans l'approbation, notamment du Sky Clarisse. Puis, ces histoires-là, ces études-là, euh, c'est des études qui nous permettent de mieux comprendre, mieux connaître la maladie. Puis, les études d'histoire naturelle, en fait, sont généralement conçues comme des essais cliniques où on fait des mesures qui sont semblables à celles qui sont faites dans le cadre des essais cliniques, mais il n'y a pas d'intervention durant l'étude d'histoire naturelle. Ça nous permet de mieux comprendre la maladie. Spécifiquement dans ce cas-ci, les études dont je vous ai parlé étaient des études où les chercheurs principaux sont beaucoup des neurologues comme moi. Euh, Puis on n'a pas la même perspective que les cardiologues comme Greg. Puis ça a fait qu'on recueillait peut-être un peu moins d'informations portant sur la maladie ou l'atteinte cardiaque dans la maladie. Euh, Puis c'est clair que l'étude actuelle va nous permettre de vraiment mieux comprendre ça. Donc, c'est ça, comme c'est mentionné ici, on va observer les symptômes. Puis on essaie de développer des mesures ou d'étudier les choses qui vont être les meilleures mesures pour éventuellement être capable de démontrer un bénéfice dans le cadre d'un essai clinique. Donc voilà, je pense qu'on peut passer, mais c'est ça. Je pense qu'il soulignait là, en bas, effectivement, il y a pas de médicament qui est donné dans le cadre de l'étude d'histoire naturelle. Donc Clarity FA, qui est l'étude qui est subventionnée par l'Exeo, c'est vraiment pour comprendre, comme je disais, mieux comprendre l'atteinte cardiaque. Puis comme je disais, bien, puis probablement que c'est un biais à cause de l'intérêt plus pour le système nerveux des chercheurs qui se sont d'abord penchés sur la taxie de Friedreich, bien qu'il y ait une atteinte cardiaque dans une très, très grande proportion des patients, là, jusqu'à 80%.
on n'a pas une très, très bonne compréhension encore de l'évolution de la maladie cardiaque. Euh, Puis, ben, c'est ça. L'objectif de cette étude-ci, Clarity FA, comme le disait Greg, ça va être aussi d'être capable de comparer avec les résultats chez les patients qui sont traités, mais aussi de mieux comprendre l'évolution de la maladie cardiaque. On peut aller à la suivante. Donc, spécifiquement pour l'étude Clarity FA, c'est ouvert aux gens qui ont une confirmation génétique du diagnostic de toxine de Friedreich et des signes de cardiomyopathie. Mais il y a une liste de critères qui sont quand même assez spécifiques, incluant des critères pour beaucoup, pour plusieurs des patients, en tout cas des patients qui sont suivis chez nous au CHUM ou au Centre de réadaptation Lucie Bruno. C'est très rare qu'on demande des IRM cardiaques dans le cadre du suivi clinique usuel. On demande plutôt des échographies, mais les critères d'inclusion de l'atteinte cardiaque sont basés sur des critères à l'IRM. Donc, on a un certain nombre de critères précis qu'on a à évaluer. Donc, souvent, on n'est pas 100% certain avant de faire la première évaluation des patients par IRM si tout le monde est vraiment candidat. Euh, Fait que c'est ce qu'on étudie. Donc, il faut que les gens aient un niveau d'atteinte cardiaque, d'un certain niveau d'atteinte cardiaque pour pouvoir participer. Puis il y a deux groupes d'âge, il y a les patients de moins de 16 ans, puis les patients entre 6 et 15 ans. Évidemment, nous, au CHUM étant un hôpital adulte, on peut voir des patients âgés de 14 ans et plus. Pour chaque étude, que ce soit un essai clinique ou une étude d'histoire naturelle, il y a comme on disait, une série de critères d'éligibilité. Puis avec notre équipe de recherche clinique, on révise tous ces critères-là afin de déterminer si un patient est candidat ou pas. L'étude va être partout dans le monde, mais incluant aux États-Unis, puis évidemment chez nous au Canada. Les gens qui sont sous Sky Clarisse, évidemment, au Québec, là, pour toutes sortes de raisons, il n'y a peut-être pas autant de patients qu'on voudrait qui ont débuté Sky Clarisse, mais les patients qui ont débuté Sky Clarisse peuvent y participer dans la mesure où ils sont sous une dose stable depuis 12 semaines avant la visite de référence. Donc, on a d'abord une visite qu'on appelle une visite d'évaluation ou, en bon français, une visite de screening au départ. Mais puis les gens peuvent avoir débuté le Sky Clarisse depuis moins de 12 semaines à ce moment-là, mais c'est pour vraiment la visite de référence, donc la première visite officielle une fois qu'on confirme leur éligibilité. On peut passer à la suivante. Donc, en quoi consiste l'étude de façon plus spécifique? Ben, je vous parlais de cette visite de sélection, visite d'évaluation, qui est la toute première visite avant qu'on confirme l'éligibilité des patients. Ensuite, il y a cette visite de référence, qui est la visite de base. Puis, on a trois autres visites, donc quatre visites officielles dans l'étude sur une période d'1 an. Il y a différentes évaluations. Ceux qui ont l'habitude de participer à des études d'histoire naturelle ou qui ont participé à des essais cliniques. Il y a des analyses de sang et d'urine, des examens d'imagerie, incluant des examens d'imagerie par IRM cardiaque et toutes sortes de questionnaires. Euh, Puis, ben, c'est ça, on va faire des examens physiques également là, dans le contexte de l'étude. Encore une fois, une étude d'histoire naturelle, c'est une étude où les gens ne reçoivent pas de, de produits à l'étude. Donc, les gens, dans le cadre de l'étude d'histoire naturelle, ne reçoivent pas de traitement de thérapie génique, mais peut-être que dans une phase subséquente, ça pourrait être possible, mais dans le contexte de cette étude-ci, c'est pas le cas. Puis c'est pas tous les participants nécessairement qui participeraient à une étude de thérapie génique éventuellement. On peut avancer. Donc, l'étude est financée par l'Exeo. Comme pour tout protocole de recherche, la participation à Clarity et donc à l'étude d'histoire naturelle est volontaire, puis les gens peuvent se retirer pour quelque raison que ce soit. Évidemment, mais c'est certain qu'on on espère que les gens
qui choisissent de participer vont avoir l'intention d'y participer jusqu'au bout, là, mais vous pouvez toujours vous retirer. Y a pas ça n'a pas d'impact là, sur votre suivi, que vous y participiez ou que vous y participiez pas. Les gens ne reçoivent pas de rémunération directe pour participer à l'étude, mais il y a en général des remboursements de frais de déplacement, un peu comme les gens en ont l'habitude pour ceux qui ont participé à d'autres études. Il pourrait y avoir des risques. C'est certain que dans le cas d'une étude d'histoire naturelle, en général, les risques sont assez limités, mais bon, on parle entre autres là, bon, il y a les prises de sang, mais aussi les IRM, là, il y a certaines personnes qui pourraient avoir un inconfort avec les IRM. Il faut s'assurer que les gens soient capables de passer une IRM. Donc, mais ça reste des études où le risque, compte tenu du fait qu'il n'y a pas de produit à l'étude, que le risque est plus faible. Donc, pour en savoir plus sur les études de l'Exeo puis la participation à Clarity FA, vous avez les adresses, l'adresse courriel de l'Exeo ou de l'association. Mais évidemment, vous pouvez aussi me contacter ou ceux qui connaissent Martine Comeau, qui est l'infirmière coordonnatrice là, senior dans notre équipe. Vous pouvez n'hésiter pas à la contacter aussi pour si vous êtes intéressé à y participer. Puis, ben, c'est ça, en guise de conclusion, bon, pour l'Exeo, évidemment, comme ils sont en train de développer des traitements pour traiter la maladie, ben, évidemment, les patients sont au cœur de leurs préoccupations. Puis, c'est très gentil de la part d'Ataxi Canada puis de toute la communauté de, de participer à ce séminaire. On ouvre maintenant le parquet pour les questions. Je sais qu'il y en a déjà quelques-unes. Quelques-unes dans le chat, Oui. oui. Il y a la première de Sarah Bellemare qui, concernant la cardiomyopathie, qui est peut-être plus une question pour Greg. À partir de quelle épaisseur des parois du cœur peut-on considérer que c'est plus normal, que c'est pas ça? C'est, Ça dépend un tout petit peu entre les hommes et les femmes, mais généralement, une bonne mesure, c'est 1 centimètre. Donc, il y a plusieurs endroits dans une échocardiographie. Vous allez peut-être entendre parler de IVS, c'est en anglais. Donc, c'est le septum interventriculaire, qui est une partie, donc c'est vraiment la partie entre les deux ventricules gauche et droit. Et là, on dit que si ça devient en général plus gros que 1 ou 0,9 chez une femme, c'est trop haut. Et puis pareil pour la partie postérieure. Mais pour cette étude spécifiquement, ce qu'on regarde, c'est que vous avez une IRM au début. Donc effectivement, le docteur Duquette, pour les patients qui font partie de ce accord, peut-être peut voir s'il y a des échocardiographies et des patients qui ont l'air d'être hypertrophiques. Mais ensuite, c'est vraiment la première IRM qu'il y aura au début de l'étude. On regarde, en IRM, c'est beaucoup plus précis, parce qu'on peut regarder vraiment, c'est la masse de tout le ventricule gauche qu'on regarde et qui doit être au-dessus d'un certain nombre pour être catégorisé comme anormal. Euh, Merci. Tiens. donc, la prochaine question d'Isabelle. Quels sont les symptômes précurseurs d'une atteinte cardiaque dans le contexte de l'ataxie de Friedreich? Je dirais c'est vraisemblablement un peu plus compliqué à ressentir du fait qu'il y a la taxie et qu'il y a d'autres symptômes, effectivement, mais c'est des symptômes d'atteinte cardiaque généraux, donc des problèmes à respirer, souvent plus à l'effort, mais bien sûr, ça dépend aussi des symptômes ataxiques, de la quantité d'effort qui peut être fait, des douleurs dans la poitrine, des choses comme ça, yeah. Euh, Parfait. Donc, la prochaine question de Élise, qui est son garçon de 15 ans, qui est déjà dans une histoire, l'étude d'histoire naturelle de Dr. Duquette, a une cardiopathie médium à sévère. Est-ce qu'il serait éligible pour participer à l'étude? Ben, merci, Madame Arcan. On va vérifier, en fait, si on a déjà certaines informations échocardiographiques, là. Puis si c'est le cas, Martine pourra évaluer le dossier. Mais comme le disait Greg,
ultimement, la mesure, c'est l'IRM, là. Donc, on fait une présélection avec l'Exeo. L'Exeo a travaillé pour essayer de nous fournir des mesures à l'échographie qui pourraient se traduire en des anomalies qui suggéreraient que quelqu'un pourrait être éligible puis va répondre aux critères à l'IRM. Mais c'est ça. Fait qu'il faut qu'on fasse la première évaluation avec les mesures qu'on a. Puis si on pense que c'est fortement plausible, on peut aller plus loin. Puis fait que je vais voir. Avec son âge, ça devrait être possible, là. Prochaine question, j'ai Jessica qui a levé la main. Oui, dans le fond, moi, j'ai une question pour. Je comprends l'étude naturelle, l'étude de cas, mais maintenant, j'ai une question pour la thérapie génique. Le après, est-ce que vous l'avez évalué, les dangers? Ben, je sais que vous l'avez évalué, c'est tout ça, mais on en est rendu où avec les dangers si jamais on poursuit avec la thérapie génique? Tu sais, il y a quoi comme effet secondaire? Oui, donc je peux répondre à ça. Oui, alors, comme toute thérapie génique, comme vous le dites, il y a des risques associés à ça. Donc, ce que je peux vous dire pour l'instant, c'est on a dosé 17 patients avec cette thérapie génique à travers deux études. Une qui est vraiment celle de l'Exeo, qui est dans différents endroits aux États-Unis, et une autre où c'est le même virus qui est injecté à Cornell, à New York, parce que le fondateur de l'Exeo est un professeur là-bas qui a inventé ce virus de Dr. Crystal, mais qui a toujours son labo et sa recherche dans l'académique. Et donc, il fait sa propre étude aussi, mais on combine les datas ensemble. Donc, qu'est-ce qu'on regarde dans une thérapie génique, généralement sur les dangers? C'est parce que malgré tout, c'est un virus qu'on injecte de très très haute dose. Et donc, effectivement, il va y avoir des réponses principalement inflammatoires du corps à ça. Et donc, pour ça, les patients, si on regarde par rapport à d'autres programmes, même des choses qui sont déjà sur le marché, comme Duchenne et tout ça, on a des doses beaucoup plus légères parce que la frataxine ne doit pas être trop exprimée non plus. Donc, on a pu aller plus bas, juste un petit peu de vertu utile. Mais malgré tout, donc il y a un risque, mais on utilise une immunosuppression qui s'appelle la prednisone qui a ses risques aussi d'être immunosupprimé pendant ces 3 premiers mois, pour effectivement d'éviter les plus grosses complications. Et donc, c'est vrai qu'il faut le dire, il y a eu des décès suite à ces complications dans d'autres programmes, pas dans aucun de nos programmes avec ceci, que ce soit pour la taxi de Friedrich ou les autres programmes qu'on a. Mais effectivement, les risques qu'il peut y avoir, c'est cette activation du complément, ça s'appelle, et une réponse immunitaire qui devient hors de contrôle par l'organisme, puis après qui cause des problèmes. Ça, c'est la première chose. L'autre chose qu'on peut voir, c'est des problèmes du foie. C'est effectivement, il y a beaucoup de virus qui vont au foie, mais aussi l'immunosuppression est censée prévenir ça. Donc, pour l'instant, dans l'étude de 16 patients, effectivement, on n'a pas eu de ces graves problèmes immunologiques. On a juste eu effectivement des petites élévations euh, des, euh, des marqueurs du foie qui ont répondu à plus de prednisone pendant un peu plus longtemps d'immunosuppression. Et voilà, c'est en gros les risques de la thérapie génique. Du coup, je vais donner la parole à Mme Élise Arcan. Oh, Bon, je- m'entendez-vous? Oui. Oui, parfait. Euh, je sais qu'il y a certaines thérapies géniques, j'ai entendu que c'était des traitements, mais qui n'étaient pas. Il y en a que c'est un traitement une fois dans une vie, il y en a que ça va être en continu tout au long de la vie. Je me demandais, dans ce cas-ci, c'était quel genre de thérapie génique? Parle dans le vide. Mais je disais effectivement, oui, j'ai pas montré cette slide, mais il y a différentes sortes de thérapies géniques. La thérapie génique, c'est vraiment un grand ensemble qui est en gros essayer de travailler sur les gènes. Donc nous, c'est une thérapie de remplacement, si vous voulez, génétique. Donc c'est juste une fois l'injection. Euh, Effectivement, c'est aussi quelque chose à prendre en considération parce qu'une fois qu'on a injecté ce virus, on produit des anticorps. Donc normalement,
dans l'état actuel de la science, on ne peut pas avoir une deuxième injection à notre moment parce que les anticorps vont défendre comme ça. Il y a beaucoup de groupes, dont nous, qui travaillons pour essayer de comprendre ça un peu mieux, pour peut-être un jour pouvoir faire ça. Donc ça serait juste une fois pour toujours. Oui. OK. Et vous avez parlé d'immunosupprimant. Est-ce que ça veut dire que lorsqu'on fait une thérapie génique, la personne devient automatiquement immunosupprimée? Un petit peu, oui. Donc c'est de la prednisone. Donc c'est un alors c'est pas des énormes immunosuppressions, mais oui, effectivement, il y a un petit peu plus de risque d'attraper des maladies, des virus qui traînent ou des infections. Ça, c'est pour la vie ou c'est pour Non, une certaine période? ça, c'est les 3 premiers mois. C'est juste au moment de l'injection du Ah, virus pendant 3 mois. Pour deux raisons. Principalement pour éviter les risques qu'on discutait, mais aussi pour être sûr que la thérapie marche. Parce qu'on veut vraiment être sûr que le virus puisse rester là, ne soit pas trop embêté par le système immunitaire, puisse délivrer son paquet où il faut, et puis ensuite que la protéine puisse être produite. parfait. Puis j'ai encore une dernière question. Désolée, j'ai toujours trop de questions. Euh, euh, Ma compréhension, c'est que si on fait l'étude et que, disons, mon fils reçoit la thérapie génique avec vous, il n'est pas exclu d'une autre étude de thérapie génique qui peut corriger autre chose si ce n'est pas le même virus qui est utilisé comme vecteur, c'est ça? Alors, oui, oui et non, c'est vraiment difficile à répondre ça, parce que malgré tout, effectivement, nous, on a un virus qui s'appelle RH10 et d'autres compagnies peuvent en avoir d'autres. Mais on ne sait pas combien d'anticorps, après qu'on ait mis le nôtre, ça va peut-être produire des anticorps contre l'autre. Donc, effectivement, il y a un risque, une fois qu'il ait fait la nôtre, qu'il ne soit pas possible de faire une autre thérapie. Il y a un risque assez important. Et donc, et effectivement, si vous avez entendu par exemple, là, la seule chose sur laquelle on est en train de travailler, nous par exemple, vous avez peut-être entendu parler de Solid Biosciences qui fait de la thérapie génique qui va arriver, apparemment aux États-Unis, ils vont commencer leurs études en fin d'année, début de l'année prochaine, où ils feront deux injections, une directement dans le cervelet, donc dans le cerveau, et une, comme nous, intraveineuse, pour essayer de corriger des problèmes plus neurologiques, en plus du corps, par exemple. Donc nous, effectivement, on est en train de travailler sur des modèles précliniques pour essayer de voir si on pourrait par la suite faire une injection dans le cerveau, si quelque chose marchait par la suite. Mais ça, on n'en a pas encore l'évidence. Donc effectivement, c'est quand même un risque que ce ne soit pas possible d'en faire une autre après. Parfait, merci. Puis je veux vraiment vous encourager. On est là pour ça ce soir. On a amplement de temps de poser tous les questions qu'on a ce soir. J'ai Isabelle Desmarais qui demande, donc les seules personnes avec une atteinte cardiaque pourront faire l'étude Clarity FA. Peut-être aller plus en détail sur qui sont possiblement qui peuvent participer. Là. Vous avez parlé parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont peut-être pas symptomatiques de façon cardiaque, mais ils ont on va dire une mesure de cœur plus épais on va dire l'état de la maladie. À partir de où les gens ont une atteinte cardiaque et peuvent participer à l'étude. Oui, je peux répondre. Donc, effectivement, c'est une bonne question. Mais donc, pour répondre à la question de Mme Desmarais, oui, effectivement, il faut l'atteindre, il faut répondre aux critères d'atteinte sur l'IRM pour pouvoir participer à Clarity FA. Mais ce que tu mentionnes, François-Olivier, c'est juste aussi, c'est qu'il y a des gens qui peuvent avoir un épaississement qui peuvent être asymptomatiques, mais avoir l'épaississement puis l'atteinte à l'IRM qui va répondre aux critères de participation. Donc, c'est pas nécessaire d'avoir des symptômes nécessairement, là, mais faut rencontrer le critère minimum. Je m'excuse, moi j'aurais une question encore, mais je sais pas où lever la main quand ce sera mon tour. Allez-y. Oui, parfait, merci, super. Est-ce que la participation à l'étude Clarity est un préalable à participer à la thérapie génique? Je dirais oui et non. Officiellement, non. Il y aura une possibilité. Malgré tout, effectivement, comme on aura les patients identifiés
au travers de Clarity, savoir où ils sont et tout. C'est possible qu'il y ait un avantage, que ce soit plus simple de prendre certains patients de Clarity pour ensuite les mettre, pour différentes raisons. C'est parce que bon, plus si on a des datas pendant un moment, ça sera intéressant de comparer toute la phase de Clarity, ensuite la phase sous traitement, etc. Donc c'est pas garanti, mais ce sera vraisemblablement plus facile quand on est dans l'histoire naturelle de transitionner dans la partie traitée après. Puis concernant, je comprends bien les critères d'admission dont vous parliez tantôt, Dr. Duquette et Dr. Aubert, concernant, c'est ça, l'IRM qui va déterminer si l'épaisseur du cœur est en lien avec vos critères. Euh, Ma question, c'est coût-bénéfice, en fait. C'est si moi, mon fils a une atteinte de 11 millimètres, que vous parliez tantôt d'un centimètre, qu'on est à un petit millimètre de plus. Puis je me dis, mon Dieu, s'il était, je ne sais pas si ça se peut, mais à 2 centimètres, là, on serait vraiment à se demander, à évaluer là, positivement sa participation à la thérapie génique. Donc, ma question, dans le cadre de l'évaluation des patients, est-ce qu'il y a une forme de recommandation, hormis les critères d'admission, qui sont, oui, vous seriez un bon patient, puis on estime avec le data qu'on a qu'effectivement, selon sa condition, il pourrait y avoir un impact positif dans sa qualité de vie? Je peux prendre. Ce que je peux vous dire de ce qu'on a vu, et c'est pour ça qu'en fait, dans l'étude de phase 1-2, on était un peu plus large dans les patients qu'on prenait. Il fallait avoir n'importe quel signe de cardiomyopathie, soit un signe à l'ECG, soit un signe à l'échocardiographie avec effectivement un ventricule de plus de 1, soit vraiment le signe à l'IRM, la masse de tout le cœur qui était trop. Puis effectivement, on a à peu près 40% des patients qui ont ce critère d'inclusion qu'on a maintenant, cette masse large. Et pourquoi maintenant dans l'étude d'après, on a décidé de vraiment focuser là-dessus? C'est parce qu'on a vraiment vu que l'effet de la thérapie génique est le plus important, plus le cœur est gros. Et donc ça fait sens parce qu'effectivement, si le cœur est de taille normale, on ne va pas le rendre plus petit qu'une taille normale. Et donc, il y a tout aussi, et c'est pour ça qu'on commence avec ces patients particulièrement pour cette étude, pour l'indication au début, pour être vraiment sûr qu'on a le meilleur effet pour diminuer. Donc normalement, effectivement, plus gros est le cœur, plus important est l'effet. C'est ce qu'on a vu sur la première chose. Ensuite, après, c'est bien sûr dur d'extrapoler sur est-ce qu'à un pour un, on en tire un bénéfice. Moi, j'aurais tendance à dire oui, du côté positif des choses, parce qu'effectivement, si la thérapie marche comme elle est censée marcher, c'est-à-dire remettre de la frataxine dans le cœur, on est vraiment on peut espérer que ben, ça va prévenir la progression de la maladie par la suite aussi. Et donc, on a vu que ça la régressait quand elle était avancée, mais idéalement aussi la prévenir après. Un dernier petit point concernant justement l'âge de mon fils. Louis a 13 ans, il va avoir 14 ans en février, donc il pourrait potentiellement être un candidat selon les critères de l'âge. Mais mon fils est suivi à Marie-Enfant et à Sainte-Justine parce que c'est un mineur. Dans quelle mesure il y aura des communications entre l'équipe de Dr. Duquette et l'équipe de Marie-Enfant et Sainte-Justine pour s'assurer là, d'avoir comme toutes les informations? Ou bien est-ce que Louis pourrait devenir un patient de Dr. Duquette même s'il est mineur suite à la participation à la thérapie génique? Je connais bien les gens, probablement que c'est le docteur Fournier puis le docteur Nguyen qui sont impliqués là. Fait que je les connais bien, on échange souvent. Donc oui, c'est certain que ce sera à partir de 14 ans, parce qu'avant l'âge de 14 ans, on ne peut pas voir le patient au CHUM. Mais il peut tout à fait continuer son suivi clinique avec l'équipe de Sainte-Justine, mais on peut quand même considérer à partir du moment où il y a 14 ans, c'est sûr qu'ils vont si on fait la demande ou vous faites la demande, ils vont nous transmettre les informations, puis on pourra évaluer ça, là. Ah, certainement pour la portion. Parce que nous, puis là, c'est pour ça à chaque fois qu'il y a les questions vraiment sur la question de la partie de thérapie génique, il faut que je laisse Greg en parler parce que moi, j'ai même pas vu encore le protocole de cette phase-là. Nous, tout ce qu'on a pour l'instant, c'est vraiment le protocole pour la phase d'histoire naturelle, là. Très bien, je vous remercie. Élise, vous aviez une question? Oui, désolée.
je me sens un peu stupide de poser cette question-là, là, mais dans ce genre d'études-là ou d'essais-là, j'imagine qu'il n'y a pas de placebo. C'est 100% le vrai virus, la vraie protéine qui est administrée. C'est une très bonne question. Ce n'en est pas une c'est vraiment très bien identifié comme question. Donc, je vais peut-être laisser Greg. Oui, oui, alors tout à fait. Donc il y a plein de placebo. Effectivement, ça va un petit peu avec toutes les choses qu'on a discutées ici. C'est que le risque, d'une manière générale, de la thérapie génique, le fait que une fois que ça a été donné, on ne peut pas arrêter le médicament. Donc effectivement, et puis le fait qu'il faut prendre des immunosuppressions, qu'on a la thérapie génique. Donc en mettant ça tout ensemble, effectivement, en discutant avec des associations de patients aussi, FARA aux États-Unis, et d'une manière générale, je dirais le fil de la thérapie génique, pense que c'est peut-être pas tellement éthique avoir des patients sur un placebo. Les gens ne savent pas vraiment dans quoi ils s'embarquent, s'ils auront la thérapie ou pas, s'ils doivent être immunosupprimés sans avoir la thérapie génique. Effectivement, c'est aussi un concern. Est-ce que ça vaut vraiment la peine d'immunosupprimer quelqu'un qui reçoit pas bien? Donc, il y a toutes ces problèmes. Et donc, c'est bien pour ça, en fait, qu'on doit faire cette étude naturelle, Clarity. C'est parce qu'il n'y a pas de placebo. Et donc, les patients savent qu'ils n'ont rien, mais au moins, on peut suivre des patients pour vraiment les données cardiaques qui nous intéressent, celles qu'on va regarder après traitement dans Clarity, pour être sûr qu'on sait comment ça évolue. Et justement, je vois qu'il y avait une question d'Isabelle Desmarais qui demandait, euh, non, pardon, Jessica Lanville, ça grossit de combien de millimètres par an quand on est atteint? Justement, c'est des choses qu'on ne sait pas très bien. Quelques papiers des années 2015 en France où ils ont décrit un peu l'hypertrophie cardiaque et tout ça, mais on ne le sait pas assez bien. Donc, on a vraiment besoin de cette étude pour montrer comment ça évolue, pour être sûr que ce qu'on voit avec notre traitement est vraiment l'effet du traitement et pas juste dû à la progression de la maladie. Merci beaucoup. Peut-être, je sais qu'il y a plusieurs personnes qui me parlent des risques de la thérapie génique. Il y en a un qu'on appelle ça les off-target. Je ne sais pas si peut-être vous voulez en parler, comment que vous pouvez minimiser ces risques-là, concernant peut-être la phase 1, phase 2, un peu de résultats aussi. Mhm. Donc, pour l'ataxie de Friedrich, les off-target pourraient peut-être être des bénéfices dans notre cas, hein. Parce qu'effectivement, euh, euh, on a différents programmes où il y a des fois, effectivement, un gène, on veut qu'il s'allume que dans le cœur, parce que la protéine manque spécifiquement dans le cœur, etc. Pour la maladie de Friedrich, comme on l'a dit au début, nous, on s'attaque à la cardiomyopathie, mais forcément, il y a toute la partie ataxique qui est peut-être due aux neurones périphériques, aux muscles et tout ça. Donc, nous, ce qu'on a pu voir, effectivement, donc, mais on ne veut pas faire trop de conclusions hâtives là-dessus, c'est peut-être euh, des, des résultats au niveau neurologique qui allaient mieux après le traitement. Et donc ça, on essaie de comprendre aussi mieux, effectivement. Il y a à l'Université de Floride du Sud, un de nos investigateurs qui fait des biopsies de muscles, par exemple, par cardiaque. Et il semble qu'on voit une augmentation de la frataxine dans le muscle. Donc il y a un off-target, mais qui a un off-target bénéfice dans ce cas-là, si ça peut avoir un effet neurologique. On ne s'attend pas à ce que ces virus traversent la barrière hémato-encéphalique, donc c'est-à-dire aillent dans le cerveau, ça ne devrait pas le faire. Mais peut-être ça peut avoir un effet sur les nerfs périphériques, ce chose d'autre. Et après, effectivement, les off-targets qu'on voit au début, toujours, c'est le foie principalement, où il y a effectivement une augmentation un petit peu des trucs hépatiques. Et sinon, c'est un peu tout. Donc, on a spécifiquement choisi, c'est un petit peu technique, mais qu'on met ces gènes dans le virus, il y a le gène qui est lui-même, et il y a ce qu'on appelle un promoteur qui est avant le gène. Donc, c'est vraiment, le promoteur, c'est une séquence qui va dire quand le gène doit être exprimé pour faire la protéine. Et donc, il y a des promoteurs qui peuvent être spécifiques du cœur. On traite une autre maladie où là, on met un promoteur spécifique du cœur parce qu'on veut qu'il n'y ait pas d'off-target. Et pour la frataxine, on a vraiment pris un promoteur, ce qu'on appelle ubiquitaire, qui s'exprime dans toutes les sortes de cellules pour être sûr que si par hasard le virus allait ailleurs, il pourrait aussi mettre de la frataxine là. Et on essaie en fait de jouer sur l'effet off-target pour cette maladie. Merci beaucoup. Peut-être, tu sais, pour ceux qui ont pas lu les papiers ou tu sais, est-ce que vous avez un peu de choses à nous partager de ces 17 patients-là de la phase 1 et 2?
sur les bénéfices du traitement de thérapie génique? Oui, oui, alors effectivement, on a sorti quelques données publiées. Vous pouvez, je vous en parlais, mais vous pouvez toujours aller voir sur notre site Lexeo. Je crois que c'est sous investisseur, ce qui n'est pas forcément le terme. Il y a des news là, et puis effectivement, on met les nouvelles datas qu'on met publiquement. En gros, publiquement, ce qu'on a montré, c'est qu'on a 6 patients dans les 16 qui ont ce gros cœur au début. Donc, sur les 6 patients qui ont un gros cœur, on monte à partir de 6 mois déjà, qu'il y a vraiment une diminution drastique de l'épaisseur de ce cœur. Un cœur qui est le plus gros qu'on ait a diminué de 50%. Vraiment, il y a la moitié du cœur qui est parti. Mais tout ça avec un effet bénéfique. C'est un cœur qui avait une fraction d'éjection qui était diminuée, qui est revenu normal. Donc, on est vraiment assez positif pour tous ces choses cardiaques. Les troponines aussi, qui est un marqueur de souffrance cardiaque, diminue au fil des mois. Donc, ça soit regardé. Puis, effectivement, ce qu'on est en train de regarder aussi, on a cherché un petit peu, et c'est possible que on remonte des datas bientôt. C'est le score de mFARS. Vous savez, alors, le docteur Duquette peut en parler beaucoup mieux de moi, mais c'est ce score qui mesure l'ataxie. Où aussi, il semble qu'on ait un effet positif chez quasi tous les patients, à l'exception d'un ou deux sur les 16. Et si on regarde effectivement le cœur de ceux qui n'ont pas un gros cœur à la base, ils ont tous aussi improvement, j'en perds mon français. Ils vont tous un peu mieux. Alors, pas dans la même mesure que les gros, parce qu'effectivement, comme je disais, il y a moins d'espace pour diminuer, mais ils vont tous dans le bon sens. Il y a un patient qui, quand même, vaut la peine d'être discuté, qui, après 1 an après la thérapie génique, a développé une myocardite, ça s'appelle. Donc, c'est une inflammation du cœur. Généralement, les inflammations du cœur de ce type dans des thérapies géniques arrivent beaucoup plus tôt après l'injection du virus. Donc, on ne peut pas complètement exclure que ce n'est pas dû au virus, mais ça n'a jamais été vu si longtemps après. Donc, on ne sait pas exactement ce qui se passe avec ce patient. Le patient va bien, est traité, mais c'est un cas un petit peu problématique sur les 17. Un gros merci. Est-ce qu'il y a des gens qui seraient pas éligibles parce qu'exemple, ils ont eu une ablation ou ils ont eu un pacemaker? Tu sais, est-ce qu'il y a des conditions comme ça qui seraient comme pas éligibles, soit à l'étude ou soit à la phase 2-3? Oui, alors, ce qu'on dit d'une manière générale dans le critère d'exclusion, c'est toute maladie qui pourrait causer une insuffisance cardiaque autre que l'ataxie de Friedreich, une autre maladie génétique, un problème valvulaire grave, une sténose aortique serrée, un infarctus récent, des choses comme ça. Mais sinon, effectivement, ils peuvent avoir un pacemaker, pour autant que c'est un pacemaker qui puisse aller dans une IRM. Ils peuvent avoir eu une ablation, des choses comme ça. Il y aura des petites choses spécifiques. On ne veut pas que dans les 6 mois, ils aient eu un nouveau pacemaker pour que ça change des choses et ensuite que ça soit un problème. Mais non, pas de. On a une question de M. Pérou ici. Les patients aux États-Unis qui ont reçu l'injection du virus doivent-ils être surveillés après l'injection ou rester à l'hôpital quelques jours? Oui, alors c'était 48 heures qu'ils devaient rester à l'hôpital. Et comme tout le monde est rentré après 48 heures sans problème pour qu'on fera la prochaine étude, donc qui n'est pas encore ouverte, qu'on on discutera sur, mais ça sera vraisemblablement que 24 heures qu'il faudra rester, vu qu'on n'a eu aucun problème dans ces 48 heures. C'est habituellement dans ces temps-là que les gens ont des réactions Voilà, les réactions aiguës. Après, limitantes. il y a quand même beaucoup de laboratoires. Nous, ce qu'on faisait, c'était 48 heures à l'hôpital, mais on demandait pour ceux qui venaient pas de la ville, il y en a pas mal qui voyageaient de partout les États-Unis pour aller dans l'ensemble, de rester 2 semaines. Euh, Hôtel, on paye l'hôtel et tout ça. C'est effectivement un des labos qui sont presque tous les 2 jours pendant les 2 premières semaines pour effectivement bien surveiller cette inflammation, être sûr que tout se passe bien, qu'il n'y a pas voilà, de risque. Je sais toujours pas comment lever la main, alors quand ce sera le tour à quelqu'un de poser une question, je serai partante. Il y avait juste une question de Madame Desmarais qui demandait là, comment on va savoir où on sait quel patient invité à l'IRM de présélection. Ben, en fait, ce qu'on utilise, c'est, je pense que je l'ai mentionné tout à l'heure, là, c'est les données échographiques qu'on a. Fait que les membres de l'équipe ont commencé à regarder pour
pour certains patients là, pour voir si certaines personnes pourraient être candidates. Mais si vous souhaitez de façon spécifique, puis là, je le sais pas, c'est les membres de l'équipe, là, c'est pas moi qui évalue les dossiers directement, là. Mais si vous voulez qu'on les évalue, vous pouvez me contacter, être certain là, qu'on a bien évalué le dossier puis que vous êtes possiblement intéressé à participer, communiquer avec nous, puis avec moi ou avec Martine, comme je disais tout à l'heure, parce qu'essentiellement, c'est elle qui fait cette première révision-là. Puis elle pourra même répondre, si vous la contactez, là, elle pourra même répondre de façon spécifique si on dit, ah oui, 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 vous rencontrez les critères ou ah, ben, compte tenu de tel paramètre, je pense que non. Donc, fait que ça vaut la peine de nous contacter juste pour être 100% certain. Je vais mettre dans le chat l'adresse courriel de Martine, c'est pour ceux qui veulent la capturer. Est-ce qu'on a d'autres questions? Il y avait Mme Bellemare, là. J'aurais une question si c'est mon tour. Oui, oui, allez-y. Tantôt, concernant les améliorations vues dans les patients qui ont subi l'étude aux États-Unis, j'ai bien compris qu'il y avait une amélioration pour 6 patients de 50% de diminution de l'épaisseur du cœur. Puis vous avez parlé ensuite des marqueurs de la taxie de Friedreich en nommant un acronyme que je ne connaissais pas. Est-ce que ce serait possible, peut-être pour le docteur Duquette, de me dire quels sont les marqueurs dont Oui, on a vu une évolution? Est-ce qu'on parle oui. d'équilibre, de mobilité, de... Ben, moi, j'ai pas. On a failli participer à la première phase, mais finalement, pour toutes sortes de raisons, là, ça a pas fonctionné. Fait que moi, j'ai pas de détails, mais je peux parler un peu de l'échelle MFARS, puis peut-être que Greg pourra préciser s'il a l'information, mais c'est c'est une des deux échelles qui est le plus utilisée quand on fait l'évaluation des neurologique des patients avec la Friedreich, c'est celle qui était utilisée pour le Sky Claris notamment. Puis dans la plupart des essais cliniques, puis c'est une étude qui évalue plusieurs paramètres. Qui évalue évidemment la coordination des membres supérieurs, des membres inférieurs, les fonctions qu'on dit bulbaires, là, la prononciation, euh, puis beaucoup, en fait, une part très, très importante, c'est la question de l'équilibre. Même l'équilibre en position assise, puis après ça, des tâches de plus en plus difficiles en position debout. Donc ça, c'est l'échelle, c'est les évaluations qui sont faites de base là, standard. Puis c'est ça, ce qui était prévu dans la première phase, c'était effectivement que ces échelles-là soient faites pour peut-être un peu quantifier la sévérité de la maladie neurologique chez les patients, mais il n'était pas nécessairement attendu qu'il y ait un bénéfice. Puis c'est effectivement une question extrêmement intéressante de voir que ça s'est amélioré chez plusieurs patients. Puis évidemment, ça va être très intéressant d'essayer de comprendre pourquoi. Mais si on ne s'attend pas à ce que ça ait une action sur vraiment le système nerveux central ou vraiment le cerveau, le cervelet, euh, clairement, ça a un impact. Donc, est-ce que c'est à travers les effets par les muscles? Est-ce que c'est à travers les effets sur les nerfs périphériques, sur les ganglions qui rentrent dans la moelle épinière? Il y a toutes sortes d'hypothèses qu'on peut faire, mais c'est très, très intéressant. Puis un complément de question, si je peux y aller, Monsieur Desberges. Allez-y, allez-y, il n'y a pas de problème. Merci beaucoup. Est-ce qu'on est toujours dans je parle du gène, la répétition du gène quand on fait la prise de sang. Est-ce qu'on est toujours dans que c'est un prédicteur, plus la répétition est grande et plus la maladie va être féroce, admettons. Est-ce qu'on est toujours là-dedans? Puisque est-ce que ça a un impact? Est-ce que c'est un critère d'évaluation pour participer à une des deux études? Pas pour Clarity, mais là, je me souviens pas du détail, mais je pense qu'on refait quand même le test, là. Vous le savez peut-être, puis je ne sais pas si vous, dans votre cas, ils ont finalement été capables de faire une mesure, mais ici au Québec, le test qui est fait à l'hôpital Sainte-Justine, maintenant, on n'obtient pas les tailles d'expansion. La question des tailles d'expansion,
En fait, c'est plus compliqué qu'on pensait au départ. Euh, c'est sûr qu'on voit une tendance générale selon laquelle l'expansion la plus courte, une expansion plus grande, quand c'est l'expansion, plus l'expansion la plus courte est grande, plus la maladie tend à être sévère puis à commencer tôt. Cependant, il y a plein d'autres facteurs qui influencent l'âge du début puis la sévérité. Puis on a plusieurs patients qui ont la même taille d'expansion, qui n'ont pas du tout eu le même âge de début de la maladie. Ce qui semble en fait être probablement le meilleur prédicteur, c'est l'âge de début des symptômes. Ça, on le sait, puis probablement que c'est parce que justement, ça intègre beaucoup d'autres facteurs. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des gènes protecteurs qu'on connaît pas, qu'on n'a pas encore identifiés, puis qui contribuent pour une même taille d'expansion à avoir une maladie qui commence un peu plus tard? Possiblement. Mais c'est ça. Fait que maintenant, souvent, on va utiliser l'âge de début. Si je me souviens bien, il n'y avait pas de critères. C'est juste que ce soit confirmé génétiquement. Donc, il n'y a pas de, il y a pas de, il y a pas de critères associés à à la taille d'expansion spécifiquement pour la participation. Quand on parle du symptôme d'apparition jeune, pour vous, jeune, c'est quel âge? Ben, en fait, c'est que l'âge typique de début de la maladie, je dirais quasi la moyenne, c'est plutôt 13 14 ans. Donc, quand les symptômes commencent plus tôt, on dit que c'est sûr que c'est des débuts précoces, mais il y a des enfants, là, les plus tôt qui ont été rapportés, là, c'est 3 ou 4 ans, là. Fait que ça, c'est extrêmement, extrêmement tôt. Euh, Puis dans ces cas-là, ça pouvait être associé aussi, là, il y a des gens qui vont avoir des mutations où c'est pas juste une expansion. Là, il y a aussi des gens qui vont avoir des mutations, qu'on dit des mutations ponctuelles dans le gène. Puis on pense que les présentations peuvent être un petit peu plus sévères dans ces cas-là. Euh, mais oui, je dirais avant l'âge plus typique de 13 ou 14 ans, là. À l'opposé, il y a aussi des gens qui vont avoir des débuts plus tardifs, mais ça exclurait pas la participation. Merci beaucoup. Peut-être une petite question comme ça. S'il y a des gens qui sont pas nécessairement, tu sais, ils entendent parler de la thérapie génique, puis pour toutes sortes de raisons, sont plus réticents, est-ce qu'ils peuvent quand même participer à l'étude d'histoire naturelle? Parce que pour eux, exemple, la contribution à la science, ou pour peu importe les raisons personnelles qui pourraient pousser quelqu'un, est-ce que un empêche l'autre ou pas du tout? Moi, dans notre perspective, c'est pas, c'est pas un critère. C'est sûr on parle du contexte, mais on peut même pas, on n'a même pas de garantie. En tout cas, nous, dans notre perspective, d'après ça, c'est la perspective de l'Excel peut être différente, mais nous, dans notre perspective, on peut même pas garantir qu'il va nécessairement y avoir une autre phase. Donc pour nous, en tout cas, pour nous, je suis pas mal sûr que ça fait pas partie des critères d'inclusion ou d'exclusion, là. J'ai Dominique qui dit, est-ce que la thérapie génique pourrait être jumelée à une autre médication telle que ce qui clarisse? Oui, oui, donc, duquel disait, il faut juste être une dose stable pendant 3 mois avant d'entrer, que ce soit dans Clarity ou dans l'autre étude par la suite. Mais effectivement, dans l'étude de phase 1, 2, on a des patients, comme elle était un peu en avant, on a des patients qui ont commencé à se faire Clarisse après un moment aussi. Pas de problème. En effet, oui, je vais avoir l'enregistrement de la rencontre ce soir, puis on va essayer de la mettre en ligne là, quand on va pouvoir la transformer, puis on va pouvoir la partager évidemment sur notre site web, puis à travers les médias sociaux. Comme ça, ceux qui sont pas là ce soir pourront bénéficier de la présentation. Bonne fin de soirée à tous. Merci pour votre attention. Puis certainement contactez-nous là, s'il y a des gens qui sont intéressés. Ça nous fera plaisir d'évaluer ou d'en discuter plus là, si vous avez encore des questions qui sont en suspens. Merci beaucoup. Un grand Bonne merci à tout le soirée. monde. Oui. Parfait.
Donc, merci à tous et à tous. Évidemment, si vous avez davantage de questions pour moi, pour la Fondation, je sais que présentement, il y a beaucoup de questions alentour du ski Clarisse, de l'accès au Québec, de toutes sortes d'autres. On mène des dossiers aussi pour le PAD, les programmes d'accès à domicile. Donc, c'est toutes des choses qu'on est en train de travailler présentement. Donc, si vous avez d'autres questions qui n'étaient pas nécessairement thérapie génique ou cardiaque, là, ça va me faire plaisir d'y répondre à la Fondation, là. Donc, merci et bonne soirée à tous. Au revoir.